School. Donc, Alain a fait une bonne présentation je ne vais pas la reprendre. Donc, si Alain a insisté pour que je présente un sujet efficacement, et j'ai trouvé que le meilleur sujet qui est d'actualité aussi, c'est parler un peu de sensibilité sur les problèmes du changement climatique. Et c'est un problème que nous voyons quotidiennement à travers les médias avec ce qu'on a vu comme incendie en Californie, les inondations en France, en Espagne, un peu partout. Donc, de par mon parcours, effectivement, actuellement, je suis avec Jacques Sénard dans un cycle de formation comme expert en comptabilité carbone, suite à l'appel à candidature, pour accompagner surtout les entreprises industrielles pour l'élaboration de leur bilan carbone, empreinte carbone, et voir les actions qu'elles doivent entreprendre pour décarboner, ce qu'on appelle la décarbonation. Alors, ce phénomène de changement climatique, réchauffement climatique, a l'intérêt de la communauté scientifique a démarré depuis presque les années 70, je dirais. Et le premier sommet sur le climat a été fait en 85. Il y a eu en Autriche, sous la pression du programme Nations Unies à l'environnement, l'Organisation mondiale de la météo, etc. Et donc on a poussé les politiques à s'intéresser à ces sujets. Il faut dire que bien avant, il y a eu des mouvements comme Greenpeace qui s'occupaient de tout ce qui est climat, les mouvements écologistes, mais les politiques à travers le monde n'ont jamais peut-être accordé assez de sérieux à ce sujet. Donc, à partir de 1985, il y a eu une reconnaissance effectivement que ce changement, ou bien les activités humaines nouvelles, qui sont l'industrie, l'industrialisation, l'agriculture à forte densité, ont amené des changements, peuvent créer des changements dans l'équilibre global du climat, via les émissions de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, dont le principal gaz est le fameux CO2, le dioxyde de carbone. Il faut savoir que le dioxyde de carbone est à l'origine aussi de la vie, avec l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Donc le carbone est un élément très important dans la vie, dans l'équilibre global. Il y a même un cycle carbone au niveau de la planète. Alors, donc il y a eu une reconnaissance scientifique que les activités humaines ont amené un réchauffement global significatif, déclaration d'alerte, et à partir de là, le G7 en 1988 a décidé de créer le GIEC, qui est un groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sous la houlette des Nations Unies. Alors ce GIEC, il est composé de plusieurs pays, des scientifiques chercheurs, des climatologues, océanographes, des physiciens, qui ont pour mission, c'était d'élaborer un document, apporter la preuve, je dirais, scientifique, qu'effectivement l'activité humaine, industrielle, est à l'origine de tous ces phénomènes de changement climatique. Donc la planète se réchauffe, les écosystèmes sont menacés, et à partir de là, il y a eu beaucoup de sommets derrière, avec bien sûr des gens qui sont, je dirais, pro, qui croient à ce phénomène. Il y a eu beaucoup aussi de mise en cause de part de gros lobbies internationaux sur les conclusions de ce travail des scientifiques. Alors, les principaux constats qu'on peut mettre ici, c'est l'élévation de la concentration, qui est très importante. Là, c'est un peu technique, mais c'est pas grave, il faut le savoir. Concentration du CO2 dans
l'atmosphère. Donc, elle est passée donc, par exemple, 380 ppm parties par million en 2005 à 413 en 2020. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ça, c'est des constats avec des mesures faites au niveau des moyens techniques qui permettent de mesurer cette concentration, qui passe de 85, donc on a vu une courbe très ascendante. Et si on veut parler aussi, on peut aussi parler de l'évolution du stock du CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Alors, les scientifiques ont pris comme date de départ 1850, c'est le démarrage de la mécanisation de l'activité humaine, avec tout ce qui est, on a commencé par les machines à vapeur, après l'électricité, après on a intégré les conditions, les énergies fossiles. Toutes ces activités humaines génèrent des gaz à effet de serre. C'est-à-dire quand vous brûlez du pétrole, vous avez des dégagements donc, de ces gaz. On verra après les caractéristiques de ces gaz. Donc on a estimé actuellement en 2019 déjà le stock global au niveau de l'atmosphère de CO2, 2500 gigatonnes d'équivalent CO2. Et en 2019, les émissions à l'échelle de la planète ont atteint dans les 37 gigatonnes de CO2 ou 50 gigatonnes équivalent CO2 parce qu'il y a d'autres gaz qui sont pris en compte. On verra ça après. Alors les élévations de température, après, on a une courbe qui est dressée toujours par le GIEC qui retrace les courbes de température de 1850 à 2020 où on a un décrochage à partir. Allô? Comme on voit bien, donc ça c'est des simulations qui permettent de voir qu'à partir des années 70 à peu près, 80, on a une accélération de la montée de température. Alors ça c'est une distribution globale du réchauffement. Alors à l'échelle planétaire, entre 2011 et 2020, il y a une augmentation de 1,1 degré par rapport à la température moyenne de 1850. Toujours la référence est celle-là. Alors, c'est beaucoup plus chaud sur les terres que sur les océans. Voilà. Donc, de 2015 à 2023, on voit qu'il y a une stabilité de température, des augmentations de température, ça, qui ont été relevées, donc à plus 1,11. Sauf en 2023, on a un pic, on a dépassé, donc c'était une année très très chaude à l'échelle de la planète, donc il y a 2 ans, avec une élévation de 1,45 degrés par rapport à la période de référence. Donc les grands pays responsables des émissions de CO2, il y a 10 pays qui sont les pays, je dirais, les plus industrialisés. On a la Chine avec 33%, les États-Unis, la Russie, l'Inde, plutôt, la Russie, le Japon, etc. Donc les 10 principaux pays déjà émettent l'équivalent de un peu moins de 70%. Si on ramène ça par tête d'habitant, ça s'inverse puisqu'on trouve le Qatar qui est le numéro 1. C'est un pays producteur d'énergie fossile et donc il a beaucoup d'émissions avec un nombre d'habitants plus faible. Alors pour le cas de la Tunisie, en 2021, la Tunisie a une émission de 31,58 millions de tonnes d'équivalent CO2 et on voit bien que ça a démarré après la Première Guerre mondiale et le démarrage d'industrialisation en Tunisie. Alors, la Tunisie, ses émissions représentent à l'échelle de la planète 0,07%, c'est pas beaucoup, effectivement, on est un petit pays. Et par tête d'habitant, on est à 2,6 tonnes CO2 par habitant pour une moyenne mondiale de 8 tonnes. Ça, c'est en 2019. Tout ça, c'est des ratios pour voir un peu les ordres de grandeur de ce phénomène, aussi bien à l'échelle mondiale qu'en Tunisie. Alors, deuxième conséquence, c'est l'acidification des océans. Donc
30%, il faut savoir que 30% du CO2 de la planète est absorbé dans les océans. Et donc, c'est ce qui cause son acidification. Actuellement, le pH de l'eau se situe entre 8,2 à 8,1 et on s'attend à ce que ce pH baisse à l'horizon 2100 de 7,7, 7,8. Il faut voir que tout ce qui a été fait au niveau des sommets, l'objectif c'est 2100. C'est-à-dire que donc, les scientifiques et les politiques se donnent un objectif pour qu'en 2100, on essaie de ne pas laisser déraper l'élévation de température. Alors, l'évolution du niveau de la mer, donc le niveau moyen des mers s'était de 19 cm sur le dernier siècle à peu près. Hein, et le taux d'élévation était 1,7 mm par an, et ce taux a été multiplié presque par 2 entre 1993 et 2010. Donc, ce qui prouve aussi que cette élévation est due certainement à la fonte des glaces, des glaciers au nord de la planète. Les principales prévisions, projections. Cette courbe, c'est des projections sur les concentrations, ça traduit les concentrations de gaz à effet de serre, les projections de concentration avec bien sûr, des modèles qui ont été toujours améliorés par la puissance informatique, par les scientifiques et climatologues. Alors, le meilleur scénario, c'est que c'est le RCP 2,6 où l'humanité arrivera à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre futures. Voilà. Et le pire, c'est le 8,5 où les actions, on aura un dérapage, si vous voulez, de ces émissions. Alors, ça, j'ai donné ces prévisionnels parce que ça va expliquer autre chose. Alors, on passe après, puisqu'on a un temps un peu... Alors, la sécheresse, on s'attend à ce qu'il y ait, bien sûr, une augmentation de la sécheresse. Et les endroits qui sont touchés, selon les prévisionnels, c'est la Méditerranée. On voit bien que le bassin méditerranéen sera touché, le sud de l'Afrique, l'Amérique du Sud et un peu l'Amérique centrale. Et un petit peu en Australie. Alors, deux scénarios ici, au niveau prévisionnel, donc, qui ont été élaborés par le GIEC. Donc, comme on a vu, le RCP 2,6, c'est le scénario où l'humanité va maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre. On va avoir une augmentation, on va rester sous la barre des plus 2 degrés à l'horizon 2100. Et bien sûr, ça nécessitera des émissions, si on veut être à 2 degrés, de 20% inférieures. Des émissions de 20% par rapport à 2010 et aucune démission à partir de 2075, c'est-à-dire atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire que les baisses significatives ne permettent pas l'augmentation des concentrations. Alors, si on veut limiter à 1,5, qui est l'objectif de l'accord de Paris, il faut avoir une baisse d'émissions de 45% à partir de celle de 2010. Alors, dans le cas contraire, le RCP 8,5, on va atteindre des augmentations de température de l'ordre de 4 à 5 degrés, ce qui sera certainement catastrophique sur plusieurs implications, sur plusieurs domaines. Donc, les prévisionnels, le scénario le plus ambitieux en matière de réduction des émissions, c'est de limiter l'augmentation entre 0,3 et 1,7. Et le moins ambitieux, on risque d'aller effectivement à 4,8, un peu moins que 5. Pour la Tunisie, on a des projections 2050-2100 sur les températures, dans le cadre d'un scénario qui a été fait par l'Institut national de météorologie, RCP 4,5, c'est-à-dire qu'on est au-delà de le scénario meilleur. Donc, augmentation de 1,8 degrés en 2050 et 2 à 3 degrés supplémentaires à la fin du siècle. Et on voit bien que ce sont les zones de l'intérieur qui sont le plus touchées, puisque la mer est toujours modératrice. Les précipitations aussi, il y a des prévisionnels de projection. On a
Donc on a une baisse de précipitation de 5 à 10% à l'horizon 2050 et qui peut atteindre une baisse de 20% à 2100. Toujours les zones du Nord sont mieux loties que le Sud. Alors, ça, c'était les grands constats. Les grands constats qu'a apporté le GIEC. Maintenant, la deuxième partie de cette présentation, il faut qu'on parle des gaz à effet de serre pour comprendre ce que c'est ce phénomène et comment ça fonctionne un petit peu. Donc, l'atmosphère agit comme une serre agricole. Donc, les gaz à effet de serre contribuent à retenir la chaleur. Sans eux, les températures seraient inférieures à 30 degrés. On va l'expliquer après. Alors, les émissions de gaz à effet de serre générées par l'homme ont augmenté 70% depuis 1970, entraînant la rétention davantage de chaleur au niveau de l'atmosphère. Le CO2 d'origine fossile, donc à partir des carburants, représente 2/3 de la cause de réchauffement. Alors, en fait, c'est quoi le phénomène? Les rayonnements solaires, donc, qui sont incidents sur la planète, il y a 30% qui sont envoyés vers l'espace, essentiellement les ultraviolets, 50% qui passent, et après la Terre réémet une partie du rayonnement sous forme de rayons qui sont appelés infrarouges. Et ces rayons infrarouges sont absorbés par les molécules, donc les gaz à effet de serre. Donc, et ça fait augmenter la température, donc ça c'est un phénomène physique, ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus, mais il faut comprendre un peu cette mécanique. Alors, là, s'il n'y avait pas d'effet de serre sur la planète, la température moyenne au niveau de la planète serait de moins 18 degrés, ce qui empêcherait une vie normale que nous connaissons actuellement. Avec l'effet de serre originel, on a une température moyenne de plus 15 degrés, ce qui a permis donc, le développement de la vie telle que nous la connaissons. Donc le troisième, le surplus de gaz radiatifs, c'est-à-dire que le milieu, là, c'est l'effet de serre naturel que nous connaissions depuis 1850, il permet de protéger un peu la planète et garder un niveau de température qui permet donc une vie normale. Alors, l'excédent dû à cette activité humaine qu'on estime il va engendrer 1,5 à 4,5 de température de degrés supplémentaires, c'est ça l'effet de serre supplémentaire dont on parle. Alors, les gaz à effet de serre, bon, la définition d'un gaz, c'est un gaz naturel anthropique qui absorbe et émet le rayonnement de longueur d'onde spécifique du spectre du rayonnement infrarouge. Alors, les principaux gaz à effet de serre qui ont été retenus par le GIEC, il y en a 7. On a le CO2, le méthane CH4, ce métal-là vient essentiellement du gaz naturel, des fuites, combustion de gaz, fuite de gaz, et puis de la partie, bien sûr, agricole, surtout les élevages. Le N2O, qui est le protoxyde d'azote, vient de tout ce qui est engrais chimique, utilisé dans l'agriculture, et puis les 4 autres gaz, c'est des gaz industriels, les fluorés, c'est des gaz fluorés utilisés dans l'industrie, climatisation. Là, je profite pour rappeler que l'humanité a eu un précédent qui est le grand trou de la couche d'ozone, début des années 80, qui était dû au CFC, et que les gouvernements et les politiques ont pris des décisions pour interdire leur utilisation. Donc, la couche d'ozone s'est reconstituée, et quelque part, on pourrait dire que c'est un précédent positif, dans la mesure où l'humanité doit réagir comme il faut pour maintenir sa pérennité. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, ici on montre les augmentations, c'est un graphique qui est intéressant. On voit bien que ça c'est l'augmentation des concentrations, toujours, hein, des 3 molécules principales dans l'atmosphère, plus 48% pour le CO2,
plus 160% pour le gaz, parce que, en fait, le CO2, l'origine, c'était le charbon. Le charbon, la grosse énergie fossile utilisée dans les centrales thermiques. Après, il y a eu le relais du gaz. À partir des années 70, le gaz naturel est devenu un principal carburant à utiliser. Et donc, on a vu entre 1750 et 2021, toujours cette référence, plus 160%, et puis le protoxyde d'azote, plus 23%. Alors, comment on va caractériser ces gaz? Je sais, c'est un peu technique. Alors, voilà, nous avons les 7 gaz. Donc, le dioxyde de carbone qui provient de la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. Production de ciment aussi, parce que le process ciment, il émet du CO2. Hein, et de la déforestation. La déforestation, parce que les forêts et les plantes, c'est un puits. Elles captent le CO2. Donc, quand vous enlevez un arbre, vous avez un excédent, une part de CO2 qui n'est pas captée, donc elle va partir dans l'atmosphère. Alors, la durée de vie d'un gaz comme le carbone, il est très stable. On estime variable de 20 à 100 ans. Et on va les classer par leur PRG à 100 ans. C'est la capacité de ces gaz à retenir la chaleur. Voilà. C'est le critère technique qui a été retenu. Le méthane, il a une durée d'avantage, il a une durée de vie dans l'atmosphère moindre, 12 ans. Il vient des combustibles fossiles, c'est des fuites du circuit gaz, des décharges de la méthanisation et des élevages. Il faut savoir que les vaches, ce sont une des sources de dégagement de méthane. Il y a à peu près, on estime, 1 milliard de vaches qui sont élevées mondialement, et donc ça aussi, ça a un impact. Alors le PRG du méthane, c'est 28 fois le CO2. En prenant le CO2. Le protoxyde d'azote, il vient des engrais procédés industriels, durée de vie 100 ans, c'est 273 fois plus. Il capte la chaleur 273 fois plus qu'une molécule de CO2. Et puis on a les gaz fluorés. Les gaz fluorés sont encore plus méchants. Alors c'est HFC, climatisation, procédé industriel, alors, le PFC utilisé, l'affinage des bains d'aluminium. Le SF6, c'est dans les équipements électriques, c'est ce qu'on a dans les disjoncteurs essentiellement, c'est un isolant pour la coupure, et le NF3 dans les composants électroniques. Bon. Alors, la répartition des émissions par secteur. Le gros des émissions vient de l'utilisation de l'énergie. C'est la principale source de dégagement de gaz, la combustion de cette énergie. On a bien sûr l'énergie utilisée dans l'industrie, dans le transport et dans les bâtiments, chauffage, etc. Après, on a l'agriculture, tout ce qui est agriculture, et puis l'industrie et tout ce qui est déchets. Voilà, à peu près pour avoir des ordres toujours sur cette origine. Donc, maintenant, on va essayer de quitter un peu la technique, les explications un peu scientifiques, et parler du cadre légal à l'échelle internationale. Donc, la réponse politique internationale au changement climatique a commencé par l'adoption en 1992. C'était le sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil, de ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une convention qui, dans l'ultime objectif, était de sensibiliser les gouvernements pour stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, et empêcher la perturbation anthropique. Donc, il est entré en vigueur en 1994 et compte actuellement 197 parties. Ça, c'est le premier socle qui a été fait, donc, pour essayer de convaincre les gouvernements, parce qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de gouvernement international qui va imposer des règles, donc on sensibilise les politiques à prendre les décisions qu'il faut, et
bien sûr, c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, vu que ça peut toucher aussi sur les domaines, divers domaines économiques et sociaux dans chaque pays. Alors, après, il y a eu en 1997 le premier protocole de Kyoto au Japon, qui a en fait engagé 39 pays industriels avec des objectifs chiffrés pour baisser les réductions des émissions pour un ensemble de 6 gaz, de 5,2% entre 2008 et 2012. Donc, derrière, à l'occasion de ce protocole, il y a eu l'instauration de ce qu'on appelle tout ce qui est taxe carbone et système d'échange de quotas d'émissions, c'est-à-dire un peu pour inciter les gouvernements à travailler là-dessus. On peut avoir un pays qui a une forte émission de gaz à effet de serre, il peut acheter auprès d'un autre pays qui n'émet pas autant ces quotas d'émissions. C'était un moyen d'encourager ces pays à aller là-dedans. Donc, il a fallu attendre 2015, donc la communauté internationale a travaillé sur Kyoto, ils ont vu les mécanismes qui ont été mis en place, et je pense qu'en 2015, l'accord de Paris, qui lui a intégré tous les pays de la planète et a exigé que chaque pays présente par lui-même, on ne va pas imposer aux gens une politique de réduction, ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, les CDN. Chaque pays a présenté sa CDN, comment il voit la réduction des émissions à l'échelle du pays de gaz à l'horizon 2030, 2050, 2100. Donc, il est entré en vigueur en 2016. Alors, le cas de la Tunisie, en 2015, la Tunisie a présenté cette CDN qui est de vouloir baisser à l'horizon 2030 par rapport à 2010 de 45% nos émissions de gaz à effet de serre. Sachant que ces 45%, il y en a 27% où la Tunisie a dit je peux les faire par mes propres moyens, les 18 autres dépendront d'un soutien international financier, qui n'est pas toujours évident à trouver, puisque je pense qu'il y a eu une création de décision d'allocation de fonds internationaux par les pays développés pour aider les pays en voie de développement pour cette activité, pour cet effort, mais je pense que ça n'a pas suivi. Alors, donc la CDN, chaque pays, donc comment dire, fixe ses propres objectifs. Le cas d'Europe, ils se sont engagés à baisser de 55% en 2030, leur gaz à effet de serre, et neutralité carbone en 2050. En Tunisie, comme je viens de le dire, 45% neutralité carbone 2050. L'année prochaine, il y aura en 2026 une révision de ces CDN tous les 5 ans. Et bon, j'ai eu l'information un peu tard, c'est qu'apparemment en Tunisie, on a déjà pu baisser de 20% nos émissions à fin 2023, ce qui est encourageant. Alors, les engagements pris se répercuteront inévitablement sur tous les écosystèmes économiques de la Tunisie pour se conformer à ces engagements transcrits dans cette CDN. La Tunisie devra mettre en place un arsenal incitatif et des instruments visant à atteindre ces objectifs. Ça veut dire que la Tunisie, ce n'est pas une baguette magique qui va faire baisser les gaz à effet de serre, elle va inciter les entreprises, les administrations à faire cet effort. Et à ce jour, il n'y a pas eu de réglementation ou d'incitation dans ce sens-là. Peut-être que dans les années à venir, les politiques tunisiens seront obligés pour se conformer à mettre en place soit des incitations financières, des réglementations particulières, peut-être l'obligation pour chaque institution de déjà déclarer et faire ce qu'on appelle sa comptabilité carbone, mesurer quelles sont ses émissions, et c'est comme ça qu'ils pourront après baisser, faire des actions de baisse. La comptabilité carbone, à
allez insister pour que j'en parle un petit peu. On va essayer de résumer rapidement la comptabilité carbone. C'est en fait, pour pouvoir gérer ces émissions, il faut les mesurer déjà. Il faut savoir combien chaque entreprise émet et engendre des émissions de gaz à effet de serre de par son activité. Alors il y a une norme qui a, en 2018 qui a été faite, l'ISO 14064, qui réglemente la façon de calculer les émissions au niveau des organisations. Et puis il y a eu d'autres référentiels également dans ce sens. Alors, pour faire un bilan carbone, il faut donc pourquoi on fait une estimation de ces émissions. Ça permet, on va diminuer sa facture énergétique, réduire son empreinte environnementale, respecter, quand ça existera, des réglementations dans ce sens, et bien sûr améliorer son image. Une entreprise qui maîtrise ses gaz à effet de serre pourra bénéficier sur le plan commercial. Sachant qu'à partir de janvier 2026, l'Union européenne, qui est un grand marché pour nous, va instaurer une taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire, les Européens, ils ont commencé bien avant nous de ce phénomène, ils ont imposé à leur entreprise la décarbonation, et donc automatiquement, ce qu'on appelle, c'est cette taxe va contrecarrer les flux, ce qu'on appelle flux de carbone. On va sous-traiter dans un pays qui n'a pas investi en décarbonation, donc qui a un coût plus faible, et qui viendra concurrencer les entreprises européennes. Alors, pour faire le bilan carbone, on s'inspire un peu de ce qui est analyse de cycle de vie, qui est une méthode avérée, avec la norme ISO 14040, mais qui s'intéresse à tout ce qui est pas seulement le carbone. Mais on va prendre cette méthodologie pour l'approche carbone. Alors, elle commence depuis l'acquisition des ressources. On prend par exemple, l'exemple d'un jean. Donc, jean, on va commencer par la culture du coton. La culture du coton, on va utiliser de l'eau, des moyens, un tracteur, etc. On va transporter ce coton, on va aller dans une filature, faire du fil. Après le fil, on va faire du tissage. Et du tissage, on va faire de la teinturerie. On va livrer le tissu dans le transport à l'usine qui va faire la confection. Et ainsi de suite. Donc après, on va distribuer le jean au commerçant. Et le client final va l'utiliser, il va le laver, le sécher, etc. Et puis il va aller en fin de vie. Donc tout ce cycle-là, on va à chaque point estimer les émissions de gaz à effet de serre. C'est une méthodologie qui a été, c'est cette méthodologie qui a été adoptée. C'est-à-dire, je peux, de par mon activité, émettre sur mon site des gaz propres aux outils que j'utilise, mais quand j'achète une matière, moi je commande une voiture, par exemple en Chine. On a vu que la Chine, elle aimait beaucoup, mais la Chine, elle travaille pour qui? Pour le reste du monde. Donc moi, quand j'achète une voiture chinoise, je suis à l'origine d'une émission de gaz à effet de serre qui a servi à fabriquer cette voiture. Et donc, on va imputer cette partie d'émission au consommateur que je suis en Tunisie. Et c'est la méthode qui a été adoptée pour essayer de maîtriser un peu ce phénomène d'émission de gaz à effet de serre. Alors, les émissions de gaz à effet de serre sont classées dans 6 catégories, à peu près. Il y a les émissions et suppressions, bien sûr, parce qu'on peut avoir des prix donc directs. Les émissions indirectes liées à l'énergie, on verra, c'est surtout l'électrique. Les émissions indirectes dues au transport, tout type de transport. Alors, après les émissions indirectes dues aux produits utilisés dans mon usine, que j'ai importé, et les émissions associées à l'utilisation des produits de l'organisme, de tout type autre d'émissions, comme aussi les investissements, les machines, etc. Alors, ici, il y a la norme ISO
14064, il y a 3 référentiels principaux. Le bilan carbone, c'est français, et le GHG, protocole international. Et on voit bien comment on classifie. Alors, les émissions directes sont considérées ce qu'on appelle le scoop 1, qui est directement lié à mon activité propre. Donc, la combustion avec des sources fixes de combustion. Si j'ai une chaudière, un four dans l'usine, on va calculer les émissions liées à la combustion du gaz, de l'énergie, ça peut être le charbon, la biomasse, etc. Il y a les émissions liées aux moyens de transport qui m'appartiennent. Alors le scoop 2, c'est l'énergie. J'achète l'énergie électrique, mais ce n'est pas moi qui la fabrique, fabrique chez moi. Donc je vais avoir l'impact, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, l'énergie électrique. Donc rentre dans ce cadre-là, y compris ça peut être la vapeur aussi, bien si dans un groupe il y a une usine qui vend de la vapeur à une autre, la vapeur est considérée aussi comme une énergie, ou bien du gaz, de l'air comprimé. Donc, voilà, ils sont classés là-dedans. Et puis le scoop 3, c'est la nouveauté en fait au niveau des organismes, c'est tout ce qui est transport. Donc, tout type de transport, le transport avant, le transport aval, le transport même du personnel. Quand il va aller travailler, il va aussi utiliser des moyens de transport, donc il va générer des gaz à effet de serre. Les visiteurs aussi, les déplacements professionnels. Donc, vraiment, c'est un travail qui a été fait, je dirais un travail de fourmi, on va détailler tout. Donc, voilà comment. Alors, le scoop 1. Alors voilà, les émissions directes, c'est au niveau de l'usine. Après, le 2, c'est indirect. Le troisième groupe, c'est tout ce qui rentre. Alors, pour quantifier donc les émissions GES au niveau d'une institution ou d'une usine, donc on va avoir des données d'activité. Là, on s'intéresse surtout aux flux physiques et non pas flux monétaires. Combien de mètres cubes de gaz on a consommé, combien de kilowattheures d'énergie électrique, mètres cubes d'eau, etc. Combien de produits chimiques en tonnage, les tissus, si je prends le textile utilisé. Et on va, il y a deux moyens. Le mesurage, si on est capable de mesurer exactement ce qu'on émet, ce qui est très très rare, à part quelques. Et puis il y a eu le calcul avec ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Alors, bien sûr, beaucoup de travail a été fait, comme j'ai dit, sur les 30 dernières années. On a constitué des bases de données avec des facteurs d'émission qui ont été faits par des scientifiques, des chercheurs, des universités, des laboratoires. Pour chaque, on peut même vous donner un facteur d'émission pour une salade verte. C'est de l'agriculture, donc, et ainsi de suite. Alors, un exemple de calcul, par exemple, consommation d'électricité, on a 10 000 kWh sur une année. Bien sûr, on table toujours sur une année. Alors, le facteur d'émission 0,463 kg équivalent CO2 par kilowattheure, et on fait tout ça pour tout ce qui est entrant dans l'entreprise. Et ça nous donnera enfin en tonnes équivalent CO2 carbone. Alors, ça, c'est des exemples de facteurs d'émission. Un kilowattheure d'électricité en Tunisie, ça dégage 0,463 grammes d'équivalent CO2. Un litre de gasoil, 3 kg. 1 kg de gaz de clim, R407, 1650, et ainsi de suite. Alors, 1000 km en avion, classe économique, 250 kg de CO2, et 1000 km en voiture, c'est la même chose. Alors, quand le personnel utilise une voiture, on va calculer le kilométrage sur une année réalisée et on va lui affecter la quantité de CO2 qui a été générée. Alors là, la démarche bilan carbone rapidement, donc au niveau des institutions, on va définir des objectifs, un pilote pour faire ça, après le périmètre qu'on va choisir, si le périmètre donc organisationnel, si une société a plusieurs sociétés avec plusieurs usines, elle peut se focaliser sur une. Le périmètre temporel, c'est l'année, et le périmètre fonctionnel,
c'est les scoops, 1, 2, 3. On fait après la phase de collecte de données qui est la plus difficile au niveau du terrain, parce qu'il faut trouver les données formatées comme on devrait les utiliser. Et après, il y aura les plans d'action qu'on va recommander à l'entreprise et c'était des démarches. Donc, la détermination du périmètre, comme je l'ai dit, on prend sur une année de fonctionnement les flux, on prend tous les flux dont l'activité propre et responsable et les flux dont votre activité est dépendante, qu'elle génère chez les autres, avant, aval. Bon. Là, c'est un exemple de cartographie. Vous avez une usine ici, donc qui va transformer. Alors, il y a la matière première, il faut la transporter. Donc, nous, on transforme, on a l'énergie process. Après, on va livrer chez le produit fini qui va être consommé par un client, qui va l'utiliser, qui va donc. Et puis, il va aller aux déchets. Entre-temps, on a transport de personnes, tout ce qui est transport et fret interne. Ça, c'est schématique. Hein. Alors, je voudrais revenir sur l'empreinte carbone. Si vous allez sur Internet, il y a le site de l'ADEME, il y a des petites applications où vous pouvez vous-même calculer votre propre empreinte carbone comme individu de par votre façon de vivre. Hein. Ça pourrait être utile. Alors, maintenant, rapidement, pour terminer, puisque je pense qu'on est bon. Non, on est bon. Alors, je vais rapidement parler des politiques d'atténuation. On parle d'atténuation et d'adaptation. Alors, atténuation des impacts, pour réduire les impacts inévitables. Une sécheresse, on ne peut pas l'éviter, il faut atténuer ces impacts. Plutôt, il faut s'adapter plutôt aux impacts. Et atténuation, réduire les causes. C'est-à-dire que moi, au niveau de mon usine ou mon administration, je peux réduire les causes qui génèrent un peu ces émissions. Alors, rapidement, les impacts, ça c'est schématique, c'est-à-dire que le réchauffement global va donner un risque accru de sécheresse, un risque accru d'inondation qu'on voit, et en fait, il y a une augmentation des fréquences et de l'intensité de ces phénomènes avec le changement climatique, parce qu'il y a eu un dérèglement au niveau de l'équilibre global. Ça peut engendrer des maladies émergentes, et ça peut être aussi, on n'a pas assez de recul, par exemple la Covid, on ne sait pas, ça aurait pu être généré par des trucs de ce type-là. Je dis n'importe quoi, peut-être disparition d'espèces, surtout dans les océans, montée du niveau des océans, les risques de cyclones accrus, on les a vus par exemple en Louisiane il y a 4 ou 5 ans, perturbation des coraux marins, etc., etc. Donc, l'écosystème souffre, les hommes sont touchés, il y a ce qu'on appelle maintenant des risques de réfugiés climatiques, c'est-à-dire il y a des régions comme par exemple le delta du Nil. Les projections, c'est que le delta du Nil va être submergé, cette zone-là, entre autres aussi la ville d'Alexandrie. Donc ça, c'est un problème. Il y aura, il faut que les politiques se projettent et trouvent des solutions pour les habitants proches qui habitent sur ces littorales qui risquent d'être inondés. Même en France, en Europe, il y a des risques de ce genre-là. Alors, l'adaptation, en général, on va lister, c'est pas chiffré, l'adaptation consiste à s'ajuster aux effets de changement. Alors, ressources en eau, il faut une gestion intégrée de l'eau, barrage et surtout la réutilisation et le traitement des eaux usées, l'efficacité dans les circuits de distribution, protection des aquifères et des bassins versants, donc faire un effort considérable. J'aurais pu ajouter aussi une des solutions, c'est le dessalement de l'eau de mer, qui va permettre aussi de répondre aux problèmes de sécheresse. Alors, l'agriculture développée, une culture résistante à la chaleur et à la sécheresse. Donc, il va
il va falloir y aller. Adaptation des calendriers agricoles. C'est-à-dire qu'on l'a vu même au sud de la France, le réchauffement, il y a des cultures qui arrivent à terme plus tôt que prévu. Même chez nous, peut-être ça doit être le cas. Alors, renforcement de la sécurité alimentaire locale. Préservation et restauration des écosystèmes naturels. Donc, ici, quand on a un système naturel, il ne faut pas le détruire par le bétonnage. Essayer de conserver au maximum les espaces verts naturels, puisque ces débris, ils arrivent à absorber du CO2. Et on parle même, au niveau de l'urbanisation, augmenter les espaces verts dans les villes. Alors, la santé, donc il faut des systèmes de surveillance épidémiologique un peu plus pertinents, lutte contre les maladies vectorielles amenées par les insectes, entre autres, puisque ça va, la sécheresse risque d'amener beaucoup de... Et les plans d'urgence face aux canicules, aux catastrophes naturelles. Donc là, ça c'est important aussi au niveau santé. On a vu ça, par exemple, les Français ont vécu ça au début des années 2000, où ils ont été subis par une vague de chaleur qui a emporté beaucoup de vieilles personnes au Brésil, parce qu'il n'y avait pas de plan d'urgence pour ça. Alors, urbanisme et infrastructure, conception des villes résilientes, c'est-à-dire essayer d'augmenter les espaces verts. On parle même de bâtiments jardins, où on va mettre beaucoup de plantations sur les terrasses, dans les balcons. Prévention des risques côtiers, les digues, relocalisation, tout ce qui est lié au débordement, donc au niveau des risques, des zones inondables. Alors, l'atténuation. Alors, pour atténuer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors on commence par le secteur de l'énergie, qui est un gros émetteur. Donc, transition vers les énergies renouvelables. Ça, c'est recommandé aussi par le GIEC. Aller vers, on estime à 35% d'énergie électrique produite par les énergies renouvelables. Donc, le renouvelable actuellement, solaire, éolien, hydroélectricité et biomasse. Le cas de la Tunisie, essentiellement l'éolien et le solaire. Amélioration des efficacités énergétiques des bâtiments et industries. Je pense que là, déjà, en Tunisie, on y est, puisqu'il y a des actions au niveau de l'efficacité énergétique qui est menée par le ministère de l'Industrie. Et abandon progressif des combustibles fossiles. C'est un vœu important, mais qui ne sera pas toujours facile à réaliser dans le court terme. Probablement, il y aura un mix entre toutes ces solutions à trouver au niveau de la planète. Développement du nucléaire et des technologies de capture du stockage du CO2, du carbone. Le nucléaire, c'est bon, mais il faut une dizaine d'années pour installer une centrale. Et il y a de nouveaux développements vers des mini-centrales nucléaires. Et surtout, il y a beaucoup de recherches actuellement pour la capture du CO2. Donc, à l'échelle internationale, beaucoup de recherches sont menées actuellement au niveau des grands pays pour trouver d'autres possibilités, surtout le captage CO2. Alors, pour le transport, bien sûr, là, ça touche au confort du consommateur, promotion des transports en commun, du vélo et de la marche, c'est-à-dire privilégier la marche sur un petit trajet, ou vélo, ou prendre le transport en commun quand il existe. L'électrification des véhicules et l'amélioration de leur efficacité. On voit bien maintenant le développement de tout ce qui est véhicules électriques et développement des carburants alternatifs, hydrogène vert, biocarburants. Grosso modo, dans le transport, on parle de la mobilité courte, ça va être essentiellement de la voiture électrique, et la mobilité ou les engins longs, ça va être des carburants, un mix entre électriques comme les hybrides,
Par contre, l'hydrogène qui promet, ça va être beaucoup plus pour tout ce qui est transport professionnel, les camions, les bateaux, les avions. C'est un peu ce qui s'exquise. Il n'y a pas de solution définitive en fait. Il y a plusieurs axes et chaque pays travaille sur un axe donné pour développer ces technologies. Alors, pour l'industrie, bien sûr, modernisation des procédés industriels pour réduire leur intensité carbone, recyclage, on va travailler beaucoup sur le recyclage des matériaux, on le voit déjà en Europe, on recycle tout maintenant et on encourage les gens à ne pas jeter leur appareil électroménager. On est revenu à réparer, et même au niveau des vêtements, oui, les vêtements, vous allez dans les grandes marques comme Galeries Lafayette, vous allez trouver des rayons aujourd'hui de vêtements recyclés. C'est nouveau. Hein. Donc ça commence à bouger, puisque quand vous utilisez un matériau recyclé, l'empreinte carbone sur le matériau est très faible, parce qu'on a déjà dépensé, on a déjà fait une dépense on a émis des gaz pour l'établir. Quand vous l'utilisez, vous, dans votre process, vous allez avoir une empreinte carbone plus faible en termes de calcul. Et bien sûr, adoption des technologies à faible émission. Alors, l'agriculture, c'est important de limiter la déforestation, puisqu'il faut reboiser, donc replanter. L'agroforesterie, les forêts, c'est le meilleur puits de CO2. Alors, on estime à 26%, je pense, ou 30% le stock de CO2 sur la planète au niveau des forêts. Pour les pratiques agricoles durables, réduction des intrants chimiques aussi, c'est de limiter. Et bien sûr, tout ça, c'est des vœux, mais ce n'est pas évident que ça va se mettre en place de façon instantanée. Il faut que les industriels, les agriculteurs, les chercheurs, toute la communauté trouvent des solutions de remplacement. Comme par exemple l'utilisation de certains pesticides en Europe. Il y a la grande guerre entre les lobbies des agriculteurs et les politiques pour éliminer ces produits chimiques. Donc déjà l'Europe a réduit énormément de produits chimiques. Il y a toute une liste, il continue, mais ce n'est pas toujours évident de trouver des solutions de remplacement. Et là, on va avoir la confrontation, on pourra en parler, entre la préservation du climat et les intérêts économiques. Parce que bien sûr, faire des investissements de décarbonation, on ne va pas amener du chiffre d'affaires supplémentaire pour l'entreprise. Donc ça, c'est une problématique qui aujourd'hui n'a pas de solution définitive au niveau de... Donc il y a des incitations, les pays riches ont de l'argent, ils peuvent subventionner leur industrie, mais les pays qui n'ont pas ces moyens-là vont avoir beaucoup de problèmes pour y arriver s'il n'y a pas un soutien international qui manque à venir en fait. Parce que la COP 2015, Paris, ils ont prévu de créer un fonds pour aider les pays en voie de développement, qui n'ont pas toutes les ressources pour s'adapter. Et donc là, les politiques économiques et fiscales, on peut mettre des taxes carbone ou des systèmes de quotas d'émission pour obliger les gens à maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre, créer des financements verts. Il faut que la communauté internationale, les financiers, les chefs trouvent un intérêt pour financer et ça peut se faire que par la contrainte de taxes, je pense. Intégration du climat dans les politiques budgétaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup, extrêmement riche. Sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses et qu'on a eu déjà beaucoup d'échanges autour de cette semaine-là, mais vraiment, je pense que tout le monde est de plus en plus sensibilisé par le sujet. En fait, je suis partagé entre inquiétude, parce que quand tu écoutes ce genre de propos, d'analyse, de données, en fait, de ce qui se passe, des évolutions, selon les scientifiques, ça inquiète. Mais on reste quand même. En fait, on a toujours de l'espoir qu'il y aura de la conscience, de la volonté, peut-être
les moyens, mais surtout la discipline pour pouvoir effectivement arriver à ce genre de solution et trouver effectivement une issue de façon à ce que la planète en fait ne chauffe plus comme avec ce rythme-là, et puis éventuellement pour les générations futures, on peut réduire effectivement ces émissions-là et leur donner un meilleur environnement en fait de vie et d'existence.